Au Mali, le ministre de la Défense en visite à Moscou, au Burkina, le nouveau gouvernement promet de soulager les souffrances des populations. Et puis on termine par l'Ukraine. La Pologne prête à remettre les avions de chasse MiG-29 aux États-Unis d'Amérique. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa, célèbre avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour, merci de répondre à notre invitation. C'est toujours avec plaisir. Nous commençons donc par le Mali. Le colonel Sadia Kamara et le général Alouboy Diarra ont discrètement décollé de Bamako le 6 mars à destination de Moscou. Le ministre malien de la Défense et le chef d'état-major de l'armée de l'air ont quitté la capitale à bord d'un vol turc Airline via Istanbul. Ils étaient encore tous deux en Russie le 8 mars. Peu de détails ont filtré sur les objectifs de cette visite, mais maître, on peut dire que c'est l'axe Bamako-Moscou qui se consolide par le truchement de cette visite. Cher ami, la nature a horreur du vide. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Les Français disent qu'ils n'en veulent plus. Les Maliens ont dit non à la France. Ils ont probablement trouvé un meilleur amant. On ne peut pas leur faire reproche parce qu'on ne peut pas vous empêcher d'aller à droite et vous refuser d'aller à gauche. Donc oui, on est en train de constater qu'il y a une nouvelle alliance qui se crée et la seule chose qui compte, sans aucune considération d'ordre moral, est-ce que la morale a quelque chose à faire en politique? Je ne sais pas, ce n'est pas vraiment sa place. Ce qui compte en politique, c'est l'efficacité. Ce qui compte en politique, c'est de connaître où sont ses intérêts et de savoir comment les défendre. Si les gouvernants maliens ont décidé que aujourd'hui leur intérêt serait mieux défendu s'ils s'associent à la Russie, même avec une Russie en difficulté, je souhaite que tout à fait lucidement, ils assument ce choix et que ce choix leur profite. Voilà. L'objectif, c'est la sécurité surtout des Maliens et la Russie aujourd'hui est prête à faire cela. Oui, la Russie a toujours montré, en tout cas, une aptitude à le faire dans beaucoup de pays. C'est que, en fait, vous savez, nous avons vécu longtemps sous, disons, le diktat d'une conception du monde qui veut que les puissances occidentales aient décrété avoir le monopole de la puissance. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir qu'ils ne l'ont plus véritablement. Et c'est la raison pour laquelle, oui, les Africains doivent aussi revisiter leur logiciel stratégique et décider finalement en leur âme et conscience ce qui est bon pour eux seulement. Ce qui est bon pour eux, n'en déplaise à Pierre-Paul ou Jacques. Pierre-Paul ou Jacques se reconnaîtra. Pierre-Paul ou Jacques a souvent été ce qu'on a appelé le précaré, ou les maîtres du précaré, les tuteurs naturels ou irréductibles, qui ont été parfois d'anciens colons. Mais on a vu que c'est dans l'espace francophone que la chose a eu finalement la vie la plus dure. C'est dans l'espace francophone que les prismes ont été beaucoup trop prégnants. On a appelé ça France-Afrique. Certains avaient déjà juré la mort de ce phénomène, hein, on va l'appeler comme ça. Mais apparemment, on se rend compte que le phénomène a la vie dure. Parce que, disons-nous les choses crûment et franchement, nous avons été juridiquement décolonisés, mais mentalement, nous ne l'avons jamais été. Les Africains n'ont jamais été décolonisés. Les Africains se vivent toujours comme, vous voyez, l'esclave affranchi qui se retrouve devant le seuil de la maison de son patron et qui ne sait pas où aller. C'est dans cette errance que nous sommes. Et finalement, vous voyez, nous avons cette espèce de vertige identitaire qui nous poursuit tout le temps. C'est une pathologie. Notre élite intellectuelle est complètement enfermée
dans cette pathologie et elles n'arrivent pas à trouver la bonne médication. Donc il faut que nous arrivions, enfin il nous arrive des problèmes du genre ce qui arrive aux Maliens pour que nous commencions à comprendre qu'il est possible d'imaginer d'autres solutions, il est possible de faire autrement que ce qu'on a toujours fait. Et c'est pour ça que je dis finalement, bon, moi j'accueille avec énormément d'optimisme ce qui peut arriver aux Maliens et je souhaite qu'il leur arrive beaucoup de bien dans leur association avec la Russie. Nous n'avons pas, nous autres Africains, les moyens de décider que d'autres sont mauvais parce que les Occidentaux ne les aiment pas. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, sincèrement, nous n'avons pas à rentrer dans ces guerres-là. Ces gens-là, ils se font des guerres depuis longtemps, depuis des siècles, mais ils savent se retrouver ensemble quand leur intérêt le commande. Et quand il faut se retrouver contre nous, ils savent le faire très bien. Alors nous devons commencer à comprendre que nous aussi, nous avons d'autres intérêts à défendre et nous devons commencer à les défendre avec tout le sang-froid qu'il faut, hein, parce que c'est d'abord aussi une question de sang-froid, la politique. Au même moment, c'est peut-être un moyen pour les dirigeants actuels du Mali de se mettre à l'abri parce que la Russie, elle ne fait pas trop de pression sur la durée de la transition. Quand vous allez rester, quand vous allez partir, Maître Éric Eboué. Franchement, vous savez, on l'a dit suffisamment ici, vous et moi, cette histoire de délai de transition, sincèrement, c'est une ineptie totale. C'est une ineptie, mais qui n'a pas de qualificatif. Je vous explique pourquoi. On a tous fait le constat que, bon, c'est vrai, en ce moment, en Afrique de l'Ouest, le phénomène des coups d'État commence à avoir le vent en poupe. Vous voyez? Et, bon, malheureusement, et à nos corps défendants, à nos âmes défendants aussi, nous autres Africains, nous commençons à constater que finalement, nous y sommes exposés. C'est une maladie à laquelle nous sommes vulnérables. Bon, maintenant, on essaie d'imaginer les solutions contre ça. Et il y en a qui disent, bon, à celui qui a fait le coup d'État, bon, tu l'as fait, maintenant c'est bien, mais tu dois ramasser tes affaires et remettre les choses dans l'état où tu les as trouvées, dans un délai que nous décidons, préfixe. Et c'est dans ce délai qu'on doit le faire, c'est-à-dire en clair, hein, bon, on a arraché des arbres pourris dans un champ, on a planté de nouveaux arbres, mais on nous donne la date où le fruit va mûrir. C'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, le bon sens paysan, c'est que ça ne se passe jamais comme ça. Quand on dit qu'on a mis toutes les institutions, après le coup d'État, toutes les institutions existantes, quand on dit qu'on les a mises à néant, sont suspendues, comme c'est le terme consacré, hein, quand on vient faire un coup d'État. Ça fait partie du lexique. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut mettre de nouvelles institutions. Faut-il faire la duplique des institutions qu'on a suspendues? Ou bien faut-il réfléchir à instaurer de nouvelles institutions? Qui va faire ces institutions? Avec qui on va le faire? C'est la junte auteur du coup d'État seul qui doit le faire, ou bien c'est la junte avec la classe politique, avec les forces vives de la nation? C'est tout ça ensemble qu'il faut voir. Et ça prend du temps avant que la mayonnaise ne prenne. Mais non, les institutions communautaires disent « Non, 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 nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de voir très vite au pouvoir, enfin, pas au pouvoir, hein, sur le siège présidentiel. Parce qu'en réalité, on peut vous mettre sur le siège présidentiel sans que vous ayez le pouvoir. Ça aussi, ils ne le savent pas. Ils le savent. Donc, je préfère quelqu'un qui est sur le siège présidentiel, investi des vrais pouvoirs, plutôt que d'avoir un pantin de l'armée au pouvoir parce qu'on a voulu mettre un civil coûte que coûte au pouvoir dans les 6 mois ou un an. Donc c'est ça le problème que nous avons. Et on peut faire 10 ans, 15 ans peut-être pour la sécurité du pays. Enfin, ce n'est pas une question de la sécurité. Bon, vous savez, l'argument sécuritaire est un peu commode, mais on a utilisé tous les poncifs qu'on veut là-dessus. Mais je dis, nous avons dans chaque pays un cas spécifique. C'est au cas par cas.
je reviens souvent sur cet exemple. John Jerry Rawlings a fait un coup d'État. La transition au Ghana a duré 16 ans. Mais ce qui s'est mis en place au Ghana aujourd'hui, et lui-même l'a dit, nous devons faire des institutions pour que même le diable en personne, s'il venait, ne puisse rien y changer. Et je crois qu'ils sont en train d'y réussir parce qu'ils se sont donné le temps pour que tout ce qui a occasionné le coup d'État disparaisse avant que des institutions nouvelles ne prennent place. Donc, si on a pu faire ça comme ça au Ghana, je ne dis pas qu'il faut que ça dure 16 ans, mais les Ghanéens n'ont pas subi la pression de quiconque. Ils ont d'abord accepté de vivre avec Rawlings, qui était, attention, un leader vertueux, qui était quelqu'un qui avait un sens de l'État exceptionnel, et on a vu comment il a vécu. On a vu comment il a vécu après le pouvoir. Et c'est après le pouvoir que les Ghanéens ont compris que cet homme-là a été un grand président. Donc, souhaitons que les Damiba, Goïta, Doumbouya, tout ça, dit que Rawlings est son modèle. Mais oui, si c'est son modèle, mais je lui souhaite de ressembler davantage à Rawlings. Sauf que quand même, Rawlings, attention, il n'a pas hésité quand il fallait faire le ménage de faire le ménage drastiquement. Bon, heureusement, la peine de mort n'existe plus au Mali. Bon, donc, on n'aura pas des gens qui seront conduits devant le peloton d'exécution. Mais au moins, il faut que nous apprenions aussi à faire avec des régimes répressifs contre la corruption, contre les maux qui font que le développement est retardé. Ça, dans une transition, on peut le faire parce qu'on ne doit rien à personne. Donc, il y a tout ça à faire. Réfléchissons-y au lieu de dire tous les matins, on vous donne 6 mois, 8 mois, 10 ans. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on va quitter un pays qui est dirigé par un militaire pour un autre, dirigé aussi par les militaires. Le nouveau gouvernement de transition au Burkina Faso s'est engagé à travailler avec abnégation pour soulager les souffrances des populations éprouvées par les violences djihadistes qui frappent le pays depuis 7 ans. Lundi, à l'occasion de sa première réunion. Maître Éric Emmanuel Sosa, déjà, comment vous voyez le gouvernement? Il y a des têtes qui étaient dans l'ancien, qui était dans le pouvoir ancien, celui de Roch Marc Christian Kaboré, qui reviennent, notamment le ministère de la Défense. Il y a d'autres qui sont venus, qui ont travaillé également avec Blaise Compaoré. Comment vous voyez le gouvernement composé de 25 ministres, le gouvernement de Albert Ouedraogo? Bon. Écoutez, c'est un gouvernement nouveau dans lequel il y a d'anciens ministres auxquels il faut souhaiter bonne chance. Je vais vous expliquer. Ce qui est bon et intéressant dans le cas du Burkinabé et qui doit faire école, c'est que au Burkinabé, on a renversé Blaise Compaoré par l'insurrection populaire appuyée par l'armée. Et puis, on a fait une transition. Dans cette transition, qu'est-ce qu'il y avait? Qui y avait? Que des gens qui ont travaillé avec Blaise Compaoré. Majoritairement. Tout le monde avait travaillé, peu ou prou, avec Blaise Compaoré. Comment il s'appelle? Roch Marc Christian Kaboré, qui a subi le coup d'État récent, a lui aussi été au cadre du régime Compaoré. Son opposant. Oui, absolument. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre plusieurs fois. Bon, son opposant principal, Zéphirin Diabré, était aussi Premier ministre de Blaise Compaoré. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de vouer aux gémonies les gens qui ont travaillé avec Blaise Compaoré. On a su nouer le nouveau au bout de l'ancien. On a continué ensemble à entretenir la concorde nationale. C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de faire du passé table rase et de vouer aux gémonies ceux qui étaient là en disant que des hommes neufs vont venir et les choses vont mieux se passer comme avant. Non, on a utilisé leur expérience, leur savoir-faire du pouvoir, mais avec des méthodes nouvelles. C'est ça qu'il faut faire quand on a fait une transition réussie. Voyez, c'est ça ce que je souhaite aux Maliens, aux Guinéens et aux Burkinabés. Donc, ils sont en train de démontrer que ce que veut la CEDEAO est un contresens et que ce qui se passe réellement
dans leur propre conception, est la meilleure chose qu'ils peuvent souhaiter pour leur pays. Souhaitons leur bonne chance et accompagnons-les. Demandons à la CEDEAO d'avoir de la lucidité et du courage. Il n'y a pas d'égo qui doit intervenir dedans. Personne n'a perdu la face. Si l'Afrique gagne, personne n'a perdu la face. Si un gouvernement en place arrive à relever des défis, d'accord, défis sécuritaires et économiques, quelle que soit sa couleur idéologique, je dis, on a gagné quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'on va mettre un civil au pouvoir demain matin que forcément il va pleuvoir à bonne date et que les récoltes vont être abondantes tout de suite. Alors, Donc, maître, quand on retrouve ayons au moins cette humilité. Semporé, qui était déjà ministre de la Défense sous le président Roch, Marc Christian Kaboré, qui revient et qui occupe toujours le même portefeuille. On ne peut pas dire qu'on prend les mêmes choses, on recommence, alors que ce sont les mêmes choses qu'on reprochait. Mais pas au ministre de la Défense. Pas forcément au ministre. Ben voilà. Et à mon avis, c'est un casting bien avisé. Je vous explique pourquoi. Peut-être que, sachant que le ministère de la Défense est sensible, sachant peut-être que ce ministre-là a, avec l'armée, de bons rapports, peut-être qu'après le coup d'État, il valait mieux travailler avec lui parce qu'il connaissait bien certains dossiers qu'on a mal géré peut-être politiquement, mais techniquement, s'il les connaît parce qu'il a des interlocuteurs avec qui il a l'habitude de travailler en bonne intelligence, il vaut mieux qu'il continue ce job-là, parce qu'on ne lui reproche pas à lui, technocrate, quoi que ce soit. On reproche peut-être aux politiciens d'avoir commis des bavures, mais pas le technicien, vous voyez. Donc on conserve le même technicien à qui on confie la tâche de continuer avec l'armée, la hiérarchie militaire et la base, le travail qu'il faisait déjà et qui était peut-être un peu défaillant sur les bords à cause de certaines solutions politiques qui n'étaient pas disponibles. Voilà. Alors, on retrouve Yeri Boli, ministre de la Cohésion et de la Réconciliation nationale. On peut dire que c'est une pure maestria du gouvernement ou bien du colonel Paul-Henri Damiba. Oui. On pioche quelqu'un qui a travaillé avec Blaise Compaoré, on le nomme au ministère de la Cohésion nationale. Oui, la cohésion nationale, la réconciliation, c'est important. Alors, vous savez, en général, on se réconcilie avec qui? Avec des gens avec qui on a été fâchés. Donc, aller chercher quelqu'un qui fait partie du camp avec lequel on a été fâché, pour lui demander d'assumer la réconciliation, c'est un choix politique courageux et lucide. Mais faire la réconciliation avec ses amis avec lesquels on n'a pas de problème, ce n'est pas une réconciliation. Voilà, ça, vous voyez, quand vous mettez le bon sens au-dessus de chaque chose, en donnant le bon nom à toutes les choses, en général, vous avancez en toute lumière. Alors, c'est un gouvernement qui promet de soulager les souffrances des populations. Avec quels moyens, Maître Éric Emmanuel Sosa? Avec les moyens habituels du Burkina Faso. Écoutez, c'est simple. La mission principale de tout gouvernement, c'est de soulager la peine, les souffrances des populations. C'est la vocation première de tous les gouvernements. Réduire le chômage, permettre aux gens de pouvoir vaquer pacifiquement à leurs occupations habituelles, leur permettre d'avoir un cadre économique qui les sécurise et qui leur permet de faire des économies en dépensant de façon, on va dire, sensée et profitable, le peu qu'ils gagnent comme revenu. Ou bien, c'est de ça qu'il s'agit principalement. Si un gouvernement arrive à assurer ça, si un gouvernement arrive à assurer, bon an mal an, que l'école aille bien, c'est-à-dire que tous les enfants sont à l'école à l'âge de scolarisation obligatoire, que les professeurs d'école sont bien payés et peuvent travailler dans de bonnes conditions, que quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, vous y trouvez le personnel médical compétent avec les moyens pour soigner les gens, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on reproche? C'est de ça qu'il s'agit principalement. Donc, c'est la mission de tout gouvernement et l'action de gouverner ne devrait avoir que cela comme vocation. Parlant de cohésion et de réconciliation nationale, vous voyez que à travers M. Boli, c'est aussi un appel qui est lancé
au pouvoir qui sont déjà passés, le pouvoir de Blaise Compaoré et celui de Roch Marc Christian Kaboré. Nous allons travailler ensemble. Mais nous sommes condamnés à travailler ensemble. Nous sommes condamnés à réussir ensemble. Nous sommes condamnés à faire un Burkina Faso qui soit meilleur aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été hier. C'est ça le problème. Et on ne peut pas faire un coup d'État pour reproduire les mêmes schémas foireux du passé, parce que là, on est criminel. Vous comprenez ce que je veux dire? Déjà, le coup d'État en soi est quelque chose d'inacceptable, dans son principe, d'accord? C'est inacceptable. C'est la prise de pouvoir par la force. C'est-à-dire, vous voyez, je dis tout le temps en faisant la caricature, c'est comme si vous êtes dans votre maison, vous avez un gardien à qui vous avez confié votre sommeil, c'est-à-dire il assure la sécurité pour que vous puissiez dormir. Et puis vous arrivez un matin, c'est lui qui est dans votre chambre à coucher, et il vous met à genoux, et c'est lui qui dirige votre maison, il administre la maison, et il gère votre femme. Mais personne ne peut accepter ça. Donc le coup d'État, c'est ça. Non, comme personne ne peut l'accepter, mais que c'est une maladie qui revient à la mode en Afrique, il faut au moins que quand il y a un coup d'État, là, celui qui a fait un coup d'État, il réussisse ce pourquoi il a fait le coup d'État. Au moins, on n'a pas tout perdu. Ou bien? Alors, maître, on termine par l'Ukraine. La Pologne prête à remettre ses avions de chasse aux USA. Pourquoi remettre d'abord aux USA pour livrer à l'Ukraine et non directement la Pologne donne à l'Ukraine? Parce que les USA sont les patrons. Vous voyez? Dans cette affaire-là, les Polonais ne sont pas fous. S'ils vont donner eux-mêmes directement, ils se mêlent d'emblée de la chose et ils vont peut-être commettre une erreur parce que eux sont proches de la Russie. Ils sont à portée de baffe, comme on dit. Donc ils peuvent se prendre un missile sur la tête demain matin. Les USA, c'est plus compliqué. Ils peuvent le prendre aussi, mais ça va être plus long et plus difficile. Donc ils préfèrent lui donner, puisque c'est lui le patron. Chef, gère l'affaire. Au même moment, la Russie n'est pas folle. Elle dira c'est la Pologne qui donne cela. Non, mais qui a donné à la Pologne? Elle ne fabrique pas ça. Qui lui a donné? C'est les États-Unis. Bon, donc, ok. Je retourne à l'envoyeur pour qu'il en fasse le meilleur usage possible. Ou bien, si ça doit lui coûter cher, ben moi je donne cadeau. Ben, tu m'avais donné avant, mais comme je ne veux pas m'en servir, prends, tu fais ce que tu veux. Donc comme ça, au moins on va dire c'est toi qui as donné à l'Ukraine. C'est beaucoup plus simple. Alors, par cette là aussi, sortie de la Pologne, on trouve que c'est une guerre finalement engagée entre tout le monde. On y est à plein nez, là. Tout le monde y est. Ceux qui commandent, ceux qui font les guerres médiatiques, ceux qui bloquent les oligarques, attendez, on a atteint le summum de toutes les bassesses. Hein. Là, aujourd'hui, beaucoup de principes ont été foulés aux pieds. Parce que là, du coup, le simple fait que vous soyez de nationalité russe vous rend quasi coupable. On bloque vos avoirs. Pourquoi? Parce que vous êtes un oligarque. On sanctionne les sportifs. Oui, voilà. Vous êtes russe, donc vous n'avez pas la bonne nationalité. Vous êtes russe, donc vous n'allez pas jouer à la Coupe du Monde. Vous êtes russe, donc vous êtes privé de compétition à la Fédération internationale d'athlétisme. Mon Dieu. Voilà. Et c'est les gens qui vous disent que normalement, la politique ne devrait pas se mêler du sport. Il n'y a pas de politique dans les stades, qui vous font ça tous les matins. Mais bon, comme ce sont eux qui décident, ce sont eux qui dirigent tout le monde, bah, ils décident. Et qui va faire quoi? Qui a branché? Au même moment, c'est un moyen de punir Poutine, peut-être. Non, sauf que là, ce n'est pas Poutine qu'on punit. On punit de pauvres sportifs qui peut-être n'iraient pas voter Poutine. Vous voyez? Mais maintenant, pour avoir fait ça, qu'est-ce que vous croyez qui peut se passer? Ils vont détester Poutine, certes, mais ils peuvent trouver quand même que là, pour le coup, la méthode est totalement intolérable. Et donc, du coup, on les renvoie dans les bras de Poutine. Ça va dire, ah, Poutine va dire, mais non, attention, moi, je n'ai rien fait. J'ai fait que vous défendre. J'ai fait que défendre vos intérêts. Parce que quand on va expliquer au peuple russe pourquoi cette guerre, pourquoi il est inacceptable que l'OTAN vienne s'installer aux portes de la Russie, le peuple russe aussi a les moyens de comprendre intellectuellement. Au même moment, maître, c'est contradictoire. Il y a des opposants qui sortent, des manifestations qui sont réprimées. C'est vrai ce qui se passe actuellement en Russie. Les gens ont envie de manifester contre l'invasion russe
Alors on les bloque, on les empêche de marcher, ce sont des Russes aussi. Mais, oui, mon ami. Les gilets jaunes à Paris, quand ils sortent, c'est pour revendiquer quoi? Pourtant, on ne les laisse pas toujours manifester, on ne les laisse pas exprimer leur opinion et on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent faire. Peut-être contrairement aux gilets jaunes qui cassaient des choses à Paris, ces manifestants russes n'ont pas cassé des choses. Oui, mais bon, le droit de manifester est un droit sous contrôle. Dans tous les pays du monde, c'est une liberté publique qui est exercée dans le cadre juridique déterminé par le pays en charge de gérer l'ordre public et l'espace public. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est scandaleux qu'un pays comme la Russie empêche des manifestations contre les décisions du gouvernement de faire la guerre. Qu'on ne me dise pas qu'en faisant ça, on est un dictateur, on n'est pas démocrate. Poutine a déjà démontré par plusieurs manières qu'il n'est pas un démocrate à l'occidental et peut-être même qu'il n'est pas démocrate du tout. Mais c'est le président que les Russes ont. Jusqu'à ce que les Russes trouvent un moyen de renverser Poutine, c'est l'interlocuteur que tout le monde aura. Et c'est quel moyen? Peut-être parce que les votes, ça ne change rien. Vous voyez les Russes choisir autrement, maître? Ils pourraient choisir quelqu'un d'autre. Personnellement, vous voyez, j'ai beaucoup de sympathie pour Navalny, d'accord? Oui. Et je suis, oui, et je suis outré par le traitement que Poutine lui réserve. Bon, maintenant, rien ne dit que Navalny au pouvoir, il va brader les intérêts de la Russie pour avoir l'air d'être un garçon sympathique et qui plaise, enfin, le beau gendre de l'Occident. Et c'est ce qui pousserait peut-être Poutine à le traiter ainsi? Oui, probablement. Probablement, parce que c'est ce qu'on est en train de voir en Ukraine. Quand l'Ukraine était dirigée par des présidents pro-russes, les Ukrainiens étaient en paix. Il n'y avait jamais de problème avec la Russie. C'est quand l'Ukraine est dirigée par des présidents anti-russes qu'on a des problèmes. Donc probablement que, vous voyez, on a la même typologie en Russie aujourd'hui dans le cas de Navalny. Mais bon, ce n'est pas des excuses. Poutine ne devrait pas traiter comme ça Navalny, mais ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, Poutine fait la guerre qu'il doit faire en tant que président de la Russie, protégeant les intérêts de la Russie et voulant imposer la Russie comme une puissance avec qui il faut compter. Voilà. Et pour le moment, la Pologne compte aider les Ukrainiens par le pont des Américains. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, maître Éric Emmanuel. C'est toujours un plaisir de venir. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.